Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il sera question de table de mixage ou de console de mixage et plus précisément de la Presonus AR16C. L'idée de cette vidéo, c'est de vous montrer comment fonctionne une table de mixage dans ses grandes lignes et de partager avec vous en fait les recherches que j'ai pu effectuer au sujet des caractéristiques qu'on trouve en général sur les tables de mixage afin de cibler au mieux votre choix. J'ai choisi la Presonus AR16C qui correspond à mes besoins, pas forcément aux vôtres, mais je trouve que c'est intéressant d'être au courant de ce qui se fait sur le marché, des diverses possibilités que proposent en fait les tables de mixage avant de passer à un éventuel achat. Donc on voit tout ça après le générique si vous voulez bien. Alors, pourquoi acheter une table de mixage? Alors, vous êtes peut-être comme moi, vous commencez à entasser les instruments, il faudra bien à un moment ou à un autre, en fait, les brancher sur un support commun pour une diffusion sur votre système d'écoute, via l'ordinateur ou directement sur votre système d'amplification. Donc moi personnellement j'ai un Moog Grand Mother, j'ai récupéré 2 vieux synthés de mon père, j'ai l'excellente boîte à rythme Drum Brut Impact Narturia qui propose des sorties séparées en fonction des groupes d'instruments utilisés. J'ai une guitare, un micro pour la voix ou pour enregistrer en fait des instruments acoustiques. Donc à un moment ou à un autre, il faudra bien investir dans une machine qui va centraliser tous les instruments, et c'est là que j'ai commencé à me pencher en fait sur la table de mixage. Donc la table de mixage n'est pas la seule solution. On peut aussi utiliser une interface audio, appelée souvent à tort une carte son. Dans le principe, on branche le câble de notre instrument directement dans une entrée en fait, de l'interface audio, au format XLR, jack ou combo. Combo, c'est un combiné XLR, jack en une seule et même prise. On règle le potard de gain, c'est-à-dire le niveau d'entrée de la source, et on branche la sortie audio de l'interface vers l'ordinateur et son support d'écoute, ou directement vers votre système d'amplification. Donc on va pas s'attarder ici sur les interfaces audio, car le sujet, nous ici, à traiter, c'est plutôt la table de mixage, qui est l'autre possibilité de centraliser l'ensemble de vos instruments. Premier conseil que je pourrais vous donner, que ce soit une interface audio ou une table de mixage, c'est de prévoir en fait un nombre plus important d'entrées pour brancher vos instruments, comptez 3-4 pistes supplémentaires. Pourquoi? Tout simplement, c'est que si par exemple vous êtes victime d'achats compulsifs, que vous ne pouvez pas vous empêcher d'acheter le dernier synthé qui vient de sortir, ou d'acheter des synthés vintage et de les ajouter à votre collection, ça serait dommage de vous limiter à un certain nombre de pistes. Et si jamais vous jouez dans un groupe et qu'il y a d'autres musiciens qui viennent s'ajouter à votre groupe, c'est toujours bien d'avoir une marge en termes d'entrée pour vos pistes. Donc prévoyez 3-4 pistes en plus, ça vous évitera de racheter une nouvelle table de mixage dans les mois à venir. Outre le fait qu'on puisse brancher plusieurs instruments en même temps, la table de mixage présente de nombreux intérêts, surtout si on doit se passer d'ordinateur. Mais avant de voir tout ça en détail, on va voir les différents types de tables de mixage qu'on peut acheter, analogique, numérique ou hybride. Le but ici, c'est de pas compliquer les choses, mais d'avoir connaissance rapidement des solutions qui s'offrent à vous. Alors, en résumé, dans une table de mixage analogique, le signal audio est issu d'un courant électrique, très apprécié des musiciens pour la chaleur en fait des sons qui sont restitués, dont la couleur sonore est plus ou moins différente en fonction des marques et des composants utilisés. Donc on accordera une grande importance à la qualité des préamplis micro, et les prix sont généralement plus accessibles que pour les tables de mixage numériques. Pour les tables de mixage numérique ou digital, le traitement du son est informatique, c'est-à-dire qu'il est converti en données exploitables sur un ordinateur. On accordera une grande importance à la qualité des convertisseurs analogiques numériques et inversement. Donc les prix sont généralement plus chers que pour les tables de mixage analogiques. Ensuite, on a ce qu'on appelle les tables de mixage hybride, qui est un mixage, sans faire de jeu de mots, entre l'analogique et le numérique. C'est le cas de la Presonus AR16C. C'est en quelque sorte une table de mixage analogique classique et une interface audio 16 canaux. Elle propose des pistes analogiques, des effets numériques et la possibilité de la relier à un ordinateur pour effectuer des enregistrements en multipistes ou enregistrer votre projet sur une carte SD, mais on aura l'occasion d'en parler un petit peu plus tard. Alors, quels sont les éléments qu'on va retrouver dans une table de mixage? Alors pour commencer, on va voir les tranches. On a des pistes, qu'on appelle des tranches, qui sont verticales et qui proposent en fait un ensemble de réglages uniquement consacrés à
chaque tranche. Ça peut faire un petit peu peur de voir tous ces boutons, mais dites-vous que c'est simplement en fait une tranche qui est dupliquée autant de fois qu'on a de pistes disponibles. Donc il y a des tranches mono, des tranches stéréo. Chaque tranche est associée généralement à un instrument. Avant de se concentrer en fait sur les caractéristiques de ces tranches, qu'on verra un petit peu plus tard, il me semble important de voir les entrées et les sorties audio pour mieux comprendre en fait les branchements que vous devez faire avec vos instruments. Au niveau des entrées audio, on en a au format XLR pour les micros, hein, les mic pour micro. Sur la Presonus, ces entrées sont équipées de préamplificateurs de micro X-Max à gain élevé afin de répondre en fait à tout type de micro du marché. Ils offrent en fait tout le gain nécessaire pour capturer les détails les plus subtils sans ajouter de bruit, sans ajouter en fait de bruit de fond supplémentaire. Conseil, attention, certains micros auront besoin d'électricité pour fonctionner, c'est le cas des micros électrostatiques à condensateur. Ils auront besoin d'une tension continue et c'est pour cela qu'on retrouvera très souvent ce qu'on appelle un bouton d'alimentation Phantom 48 volts, hein, le Phantom Power, que vous trouverez donc en haut à droite de la Presonus et qui sera activé lorsque vous verrez la LED rouge allumée. Alors attention, cette alimentation en fait sera active sur l'ensemble des tranches micro du mixeur, donc il n'est surtout pas conseillé de l'utiliser si vous avez des micros dynamiques et encore moins des micros à ruban, parce que c'est la destruction assurée de votre micro. Donc veillez donc à bien lire la documentation du micro que vous utilisez avant de faire joujou avec l'alimentation fantôme. Line pour entrée ligne, donc les prises, ici on a avec des prises jack TRS symétriques, hein, ça veut dire qu'elles réduisent les interférences. On utilisera par exemple pour brancher des synthétiseurs, des lecteurs CD, DVD et autres. Il existe aussi des prises combo, hein, il n'y en a pas sur la Presonus, mais ce qui permet de combiner un XLR avec un jack en une seule et même prise. Après on a les entrées ligne et instruments. Hein, sur la Presonus, la tranche 1 et 2 sont équipées d'une entrée commutable, ligne ou instrument. Instrument est utilisé pour les instruments qui n'ont pas de préampli interne, comme les guitares, les basses. On appuiera donc sur le sélecteur avec le logo guitare pour activer le mode instrument. Après on a les inserts, donc c'est sur les tranches 1 et 2, on a deux entrées jack pour brancher des processeurs d'effets externes comme un compresseur, un égaliseur, un filtre, une reverb, un délai, directement sur la tranche concernée. Après on a les RCA, vous savez, hein, les petites fiches rouges et blanches qui permettent de brancher un appareil stéréo, style Blu-ray, machine karaoké, lecteur cassette, enfin tout ce que vous voulez. On a les mini jack stéréo pour brancher vos smartphones et tablettes par exemple, pour envoyer du son donc, dans cette piste. Donc ces entrées sont généralement situées donc sur la partie haute, hein, de la table de mixage, en façade ou à l'arrière. Les entrées peuvent être mono, c'est-à-dire une fiche, ou stéréo avec deux fiches line, L pour left pour gauche et R pour right droit. Alors, conseil, si vous n'avez plus de tranches stéréo disponibles, il est possible de brancher un instrument stéréo sur deux tranches mono, une tranche pour le signal gauche et une tranche pour le signal droit, avec un réglage pour chaque tranche individuelle. On pensera à placer d'ailleurs les panoramiques respectivement à gauche et à droite, mais on verra un exemple un peu plus tard de cette fonctionnalité. Au niveau des sorties, on a des sorties audio qui permettent de faire sortir de plusieurs façons l'ensemble des sons des instruments branchés sur la table de mixage. Donc on a les sorties principales main output avec des prises au format XLR que vous pourrez brancher directement à votre système d'écoute principal, à savoir sur vos enceintes par exemple. On a la régie, c'est-à-dire les sorties Control Room L et R pour gauche et droit au format jack avec lesquels on branchera des enceintes ou des moniteurs de référence. Ce sont des sorties symétriques, entendez par là que ces sorties ont tendance à réduire en fait les interférences pour une meilleure écoute. On contrôlera le niveau de la régie avec le bouton rotatif Control Room à de moins 80 dB à plus 10 dB. Ensuite on a la sortie casque phone, donc TRS, donc symétrique, pour écouter le son qui sort de la table de mixage avec votre casque. On contrôlera d'ailleurs le niveau du casque avec le bouton rotatif phone de moins 80 à plus 10 dB. On a les sorties enfin auxiliaires output 1 et 2. Hein, c'est ici que les mixages auxiliaires sont routés
cela correspond en fait aux sorties des envois des scènes de chaque tranche qui sont envoyées vers ces sorties. On utilisera ces sorties pour les haut-parleurs de retour de scène, pour que les musiciens puissent s'entendre, puissent s'écouter jouer, ou on les utilisera pour brancher des boîtes ou des racks d'effets externes. On a la sortie FX, même principe que pour les auxiliaires, sauf que ici, ce sont les départs d'effets internes qui sont envoyés à cette sortie. Il est possible donc de court-circuiter les effets internes avec des sorties externes, mais on verra un exemple un petit peu plus tard. Et on a un emplacement foot switch, c'est-à-dire la pédale. Suivant les modèles de pédale, on pourra couper ou activer les retours d'effets comme un commutateur on-off. Au niveau des connexion à l'arrière, sur la face arrière, on a un port USB-C qui vous permet d'utiliser votre table de mixage comme une interface audio avec votre ordinateur, avec un port USB-C qui est également compatible avec USB 2. On a l'entrée d'alimentation électrique pour brancher le câble d'alimentation et l'interrupteur d'alimentation pour allumer ou éteindre votre table de mixage. Alors, les commandes dans les tranches. Alors, voyons le reste des commandes qui se trouvent dans chacune de vos tranches. Alors on a un témoin d'entrée du signal à côté du rotatif de gain, on a une LED verte qui s'allume lorsqu'un signal entre dans la tranche, elle passe au rouge si le signal atteint les moins 3 dB, les dB ce sont les décibels, on a un potard de gain d'entrée, un rotatif qui permet d'amplifier le signal, on a une marge de 43 dB de gain variable pour le micro, sur une amplitude située entre plus 12 et 55 dB, et de 40 dB pour les entrées lignes, avec une amplitude de moins 5 dB à 35 dB. En général, si le gain est trop faible, on aura un petit peu de souffle, s'il est trop fort, on aura un peu de distorsion, donc il faudra trouver le juste milieu pour un confort d'écoute optimal. En dessous, on a le sélecteur de source d'entrée. Il est par défaut sur Line, c'est-à-dire l'entrée ligne. On appuie sur le bouton avec le logo guitare pour sélectionner l'entrée instrument afin d'activer le préampli si vous jouez avec une guitare ou une basse passive, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas amplifiées. Astuce, si vous avez activé le préampli instrument, ça va désactiver le préampli micro XLR de la tranche. À droite du rotatif de gain, on a un filtre coupe bas, un low cut, sur les tranches mono uniquement, qui va atténuer en fait, qui va couper les fréquences inférieures à 100 Hz avec une pente de 18 dB par octave. Supprimer cette partie de fréquence peut présenter plusieurs intérêts, comme supprimer par exemple des fréquences, des résonances parasites ou indésirables, supprimer l'effet pop de la voix par exemple. On a juste qu'à appuyer en fait sur le bouton pour supprimer les fréquences en dessous de 100 Hz. Ça évite en fait de devoir corriger tout ça avec les EQ, avec les égaliseurs. Sur les tranches stéréo, on aura un bouton qui permet d'amplifier de plus 10 dB le niveau des micros et line. En dessous, on retrouvera une section dédiée à l'égalisation avec 4 rotatifs. Alors je ne vais pas faire un cours sur les fréquences et les égaliseurs, mais en résumé, sachez que l'oreille humaine est capable en fait d'entendre des fréquences de 20 Hz à 20 kHz. Chaque instrument aura une assise en fait, qu'on appelle une assise, c'est-à-dire qu'elle s'exprimera dans une certaine zone de fréquence qui lui convient le plus. Et plus il y aura d'instruments qui joueront en même temps, plus le champ de fréquence sera encombré. Certains instruments finiront par se chevaucher, c'est-à-dire occuper une même zone de fréquence qui les rendront moins audibles, c'est ce qu'on appelle souvent l'effet de masque. La solution, c'est de faire de la place au niveau des fréquences pour que chaque instrument puisse s'exprimer correctement. L'EQ permet donc de supprimer une zone de fréquence pour faire de la place pour un autre instrument, ou d'augmenter par exemple des fréquences si on souhaite rendre un instrument un peu plus présent dans le mix. On a également des recours aux EQ pour nettoyer, c'est-à-dire pour supprimer des zones de fréquence indésirables, qui sont par exemple boueuses dans la partie basse ou trop nasillardes dans les fréquences aiguës, voire supprimer le souffle d'un instrument en réduisant certaines fréquences. Donc ici on a 4 rotatifs qui ont chacune leur fonction. La première, c'est qu'on a une bande on va régler une bande qui se situe autour de 10 kHz à plus ou moins 15 dB, c'est-à-dire qu'on peut supprimer ou augmenter ou réduire cette plage de fréquence à plus ou moins 15 décibels avec une courbe en plateau entre 10 kHz et 20 kHz. Cette plage de fréquence correspond en général au bouton des aigus d'une chaîne hi-fi.
Après, on a la bande mid, en fait, hein, la bande moyenne en forme de cloche qui se situe entre 140 et 3500 Hz, hein, ou 3,5 kHz. On va donc positionner la zone de fréquence que l'on souhaite traiter, et avec le bouton du dessous, on a le rotatif gain des mids qui va, vous voyez qu'il y a une petite accolade, hein, qui permet de relier les deux rotatifs, qui permet ici d'augmenter ou de réduire de 15 dB la bande des mids. Et pour finir, on a la bande des graves à 100 Hz que l'on peut augmenter ou réduire à plus ou moins 15 dB. C'est également une courbe qu'on appelle en plateau, hein, qui joue sur la plage de fréquence de 0 à 100 Hz. Cette plage de fréquence correspond au bouton des graves que l'on retrouve sur les chaînes hi-fi. Ensuite, on a les rotatifs auxiliaires 1 et 2, c'est-à-dire en bleu clair et en bleu foncé. Ici, on a la possibilité d'envoyer le signal de la tranche vers les sorties, hein, qu'on appelle les bus auxiliaires, hein, vous savez, c'est nos fameuses sorties auxiliaires output qu'on a vu tout à l'heure dans la section sortie audio. On appelle souvent ces auxiliaires des send, hein, des envois, qui envoient le signal audio de la tranche vers les sorties output, hein, les bus en parallèle. Alors, petit conseil, quand on ajoute des effets sur ces bus auxiliaires, le traitement du signal présente le gros avantage en fait de ne pas être destructif, c'est-à-dire qu'il ne modifie pas le signal audio d'origine, contrairement à un effet en insert qui est sur la tranche. Donc l'effet ici est dosé et traité en parallèle. Donc le rotatif effet FX blanc, lui de la même façon que l'auxiliaire, on pourra envoyer le signal audio de la tranche vers la section d'effets interne du mixeur. On parle de bus d'effets interne. On a le choix entre 16 presets, hein, des 16 pré-réglages d'effets allant de la reverb, du delay au chorus. On verra un exemple d'utilisation juste après cette section, car c'est important de bien comprendre cette fonctionnalité avant de les utiliser. On a le bouton pan, le rotatif noir, hein, c'est le panoramique qui permet de positionner le signal dans l'espace stéréophonique principal. On tournera le bouton vers la gauche, L pour left, et vers la droite, R pour right, pour envoyer le signal plus ou moins vers la gauche ou la droite. Conseil, le panoramique peut jouer un grand rôle dans votre mixage principal car il permet de placer vos instruments dans l'espace stéréophonique. Les niveaux, en gros les volumes, les EQ et les panoramiques sont des éléments indispensables pour équilibrer votre mixage, donc à surtout ne pas sous-estimer. Ce sont des choses qu'on fait systématiquement dans les séquenceurs audio numériques, hein, avec les ordinateurs, donc ici pas besoin d'ordinateur, on peut tout gérer avec notre table de mixage. On utilise le terme de faire une balance, hein, qui représente tout ce travail de préparation, de réglage pour mettre en avant, pour sublimer vos instruments. On a le commutateur et témoin mute qui sert tout simplement à couper le son qui sort de la tranche en appuyant sur le bouton mute. Quand il est coupé, on a la LED rouge qui s'allume, un témoin bien pratique si vous êtes en soirée et que la lumière ne vous permet pas de voir si votre bouton est appuyé ou non. Ensuite, on a le commutateur PFL pour Pre-Fader Listening, alors c'est-à-dire pour activer l'écoute pré-fader. C'est une fonction bien pratique car elle permet en fait de mettre la tranche en solo uniquement sur les sorties de la régie. Souvenez-vous, hein, les control room et sur la sortie casque. Donc ce signal est envoyé à ces sorties avant de passer par le fader de volume. Alors à quoi ça sert? En appuyant sur le bouton PFL, ça permet de contrôler, d'écouter rapidement une tranche au casque par exemple, et de vérifier le bon fonctionnement d'un instrument, d'un micro, de savoir si le gain est bon, si ça sature pas en regardant le niveau du signal. Il ne tient pas compte en fait des effets qui sont utilisés sur la tranche, hein, comme les EQ, les panoramiques, donc c'est une fonctionnalité qui est bien pratique. Si aucun PFL n'est activé, ce sera le mixage principal, c'est-à-dire l'ensemble des instruments utilisés qui seront envoyés vers ces sorties. Petit conseil, si vous n'arrivez pas à entendre le mixage principal au casque ou en régie, vérifiez qu'il n'y a pas un PFL qui est activé sur une tranche inutilisée. On a ensuite le fader de volume, qui comme son nom l'indique, vous permettra de contrôler le volume de vos tranches, ainsi que celui des auxiliaires 1 et 2, d'effets, main, hein, ou le master qui gère le volume général de la console. Le fader de volume est une des raisons qui a fait que j'ai souhaité investir dans une table de mixage plutôt qu'une interface audio. Même si vous savez maintenant que cette table de mixage fait office également d'interface audio, alors pourquoi cette fixette sur les faders? C'est un avis qui n'engage que moi, mais je trouve que l'utilisation des faders permet d'être en fait plus créatif, plus précisément si vous êtes le seul musicien à jouer.
Je trouve super intéressant d'assigner par exemple à des tranches des instruments qui tournent en boucle par exemple, et de les faire rentrer dans le mix ponctuellement, voire tous en même temps, à votre guise, suivant votre sensibilité du moment ou suivant les réactions du public. Pour une même compo, on peut avoir différentes sensibilités rien qu'en jouant avec les faders et les effets. Le premier artiste qui me vient à l'esprit est Paul Kalkbrenner, qui dans ses lives en fait ne cesse d'être créatif, hein. On n'aura jamais le même mix, il passe son temps à jouer avec ses faders et ses effets pour notre plus grand bonheur. Alors une particularité sur les deux dernières tranches de notre console, la 15-16 et 17-18 dans notre cas, ces deux tranches en fait sont affectées à la réception des retours numériques stéréo. Hein. Les retours numériques 1-2 sont disponibles sur la tranche Super Channel, la 17-18, et les retours numériques 3-4 sont envoyés à la tranche 15 et 16. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur votre ordinateur, les sorties 1-2 du logiciel que vous utilisez seront envoyées sur la tranche Super Channel 17-18 et que les sorties 3-4 sortiront sur la dernière tranche stéréo, à savoir la 15-16 dans notre cas. Par contre, pour que ça fonctionne, il faudra appuyer sur le bouton USB de la tranche 17-18 et sur le bouton USB de la tranche 15-16 pour court-circuiter en quelque sorte l'entrée analogique de la tranche, c'est-à-dire de la remplacer par le signal numérique. La dernière tranche stéréo 15-16 fonctionnera comme une tranche stéréo analogique classique si le bouton USB 3.4 est désactivé. De la même façon, la tranche 17-18 Super Channel, quand le bouton USB n'est pas activé, ça permet des connexions d'appareils analogiques et numériques. On a vu tout à l'heure qu'on avait une entrée RCA, Cinch, pour brancher un appareil stéréo de niveau ligne, comme un lecteur DVD, Blu-ray, un vieux lecteur cassette, pour récupérer par exemple des sons lo-fi. On a une entrée stéréo mini jack pour brancher un smartphone, une tablette. On a le bouton retour USB, comme on vient de le voir, et aussi une autre fonctionnalité avec la carte SD. Quand le commutateur en fait est enclenché, on peut aussi recevoir sur cette tranche ce qui est enregistré depuis la carte SD. En dessous, on a une section Bluetooth, encore une superbe fonctionnalité que nous offre Presonus qui permet de recevoir du son issu d'appareils sans fil équipés du système Bluetooth. Donc on appuiera sur le bouton Mute pour couper le son de la source Bluetooth, et on est sur pair pour appairer, c'est-à-dire pour communiquer, pour faire communiquer en fait deux appareils, source et table de mixage. Donc on maintient le bouton appairage appuyé pendant 3 secondes. La touche Bluetooth clignotera une fois par seconde. On va chercher en fait les nouveaux appareils Bluetooth dans notre smartphone par exemple ou sur la tablette. On sélectionnera dans la liste trouvée Studiolab AR16C. La touche Bluetooth s'allumera fixement après avoir réussi l'appairage. Donc lors de la prochaine utilisation, la connexion se fera automatiquement entre les deux machines. Il n'y aura pas besoin de refaire tout le process. Au niveau des tranches auxiliaires, on trouvera donc un autre commutateur appelé AFL pour After Fader Listening. Comme pour le PFL en fait de tout à l'heure, le commutateur met en solo le bus auxiliaire à destination des sorties output auxiliaires, mais ça le fait du coup après le fader. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici il prendra en compte les effets qui sont appliqués sur les tranches, qu'on aurait mis par exemple en insert, les EQ, les panoramiques. Après on a le bouton mute qui coupe ou rétablit le signal du bus auxiliaire. Quand la sortie du bus est coupée, la LED rouge restera allumée. Conseil, on activera volontiers le mute lorsqu'on fait des pauses pendant un concert, que ce soit en public ou en home studio. Ça permet d'éviter de générer des crêtes accidentelles du signal qui pourraient survenir, ou éviter ce qu'on appelle des accrochages acoustiques. Donc une petite astuce bien pratique. Au niveau de la tranche main, qu'on appelle plus communément le master, on trouvera donc un commutateur USB Send 1.2 qui permet d'enregistrer uniquement le mixage principal dans votre ordinateur. On a le bouton mute, il va couper ou rétablir le bus principal du master, ou main. Donc là, LED rouge indiquera également que les sorties principales sont coupées. On a le fader qui contrôle le niveau général de sortie, et on a les indicateurs de niveau de sortie principale, des vumètres, qui permettent notamment d'afficher les crêtes sur le canal gauche, left et droit, right. Ils sont gradués de -25 à +15 dBu.
Pour optimiser les performances, votre niveau doit se situer entre 0 et plus 6 dBu afin de ne pas écréter et rester dans la zone de confort. Info, le dBu est l'unité de mesure des décibels sur les tables de mixage analogiques, hein, contrairement aux tables de mixage numériques et les logiciels, où l'unité de mesure est exprimée en dBFS pour full scale. Donc avec le dBu, on mesure une tension électrique. Donc si vous êtes plutôt habitué à utiliser les dBFS, sachez que 0 dBu correspond à moins 18 dBFS. Et pour les aficionados, à 0,775 volts. En dessous, on retrouve 3 rotatifs qui sont liés à la régie, hein, au control room, donc le bouton PFL AFL, un master, hein, qui permet de régler le niveau du bus solo, le bouton Control Room qui permet de régler le niveau général des sorties d'écoute de la régie, et le bouton Phone qui permet de régler le niveau général de la sortie casque. Maintenant, je vous propose de voir un petit schéma qui montre en fait une configuration possible si vous jouez en groupe ou en home studio. Alors, on peut avoir par exemple un micro qui sera branché en XLR, une guitare électrique ou une basse branchée sur un jack. On peut avoir un micro branché en XLR qu'on peut mettre devant un ampli pour enregistrer une baffe ou une enceinte. On peut avoir 4 micros XLR qui servent à enregistrer une batterie. On peut avoir une tranche qui est réservée à un clavier ou un synthétiseur stéréo, une tranche pour recevoir le son d'un smartphone. On sort le son sur les enceintes principales destinées à l'écoute du public. Avec les auxiliaires output, on pourra brancher des enceintes de retour de scène pour que les musiciens puissent s'entendre pendant qu'ils jouent. On peut même relier la table de mixage à un ordinateur si on le souhaite pour enregistrer l'ensemble des pistes séparées avec votre logiciel de capture, hein, ou votre DAW, votre séquenceur audio numérique, comme sachez que Presonus fournit d'ailleurs un bundle de logiciels très intéressants, notamment le fameux Studio One Artist avec de nombreux plugins d'effets et d'instruments virtuels, et le logiciel Capture 2 qui permet de faire de l'enregistrement audio numérique multipiste, hein, de très grande qualité car il utilise le même moteur audio que son grand frère Studio One. La sauvegarde d'un projet Capture peut s'ouvrir sans difficulté dans Studio One. Alors je ne vais pas alourdir cette vidéo en faisant des démonstrations avec les logiciels, mais si jamais ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires, je ferai une vidéo à part sur le logiciel Capture 2 ou sur Studio One Artist. Alors maintenant on va voir comment régler ces niveaux. On va prendre l'exemple avec un micro. Donc on branche le micro sur l'entrée XLR de la tranche 1, on raccorde les sorties principales sur l'ampli ou les enceintes, où on peut brancher donc le casque dans la prise phone, hein, pour une écoute au casque. On s'assure que le bouton mic line soit au minimum, hein, complètement à gauche, pour éviter que le son soit trop fort à l'allumage de la table de mixage. Et c'est seulement après tout ça qu'on peut allumer notre table de mixage. On activera le commutateur Phantom 48 volts si votre micro en a besoin, hein, donc dans le cas des micros électrostatiques par exemple. Donc vérifiez bien dans le manuel utilisateur si votre micro en a besoin. On tournera le bouton de gain dans le sens horaire, tout en regardant le témoin, hein, de signal, hein, la LED qui doit rester au vert. Si jamais elle passe au rouge, bah, il faudra baisser le gain. La rouge. Ensuite, on montera le fader de volume jusqu'au repère U, hein, pour la valeur unitaire, hein, qui est la position où le signal n'est ni amplifié ni atténué. Ensuite, on pourra monter le niveau du mixage principal, le main avec le fader, pour entendre tout ce qui sort de la table de mixage, donc votre micro pour le moment. Si vous estimez que le son n'est pas bon, vous pouvez toujours jouer avec les paramètres DQ jusqu'à obtenir le son que vous aimez. Maintenant, on va voir comment ajouter un effet en insert. On va prendre l'exemple avec le synthétiseur monophonique et un effet de delay. Donc je vais brancher mon synthé en jack sur la deuxième tranche. Je mets le gain au minimum. Je branche mon effet en insert, j'allume mon synthé, et quand je joue, j'entends le son du synthé mélangé avec mon effet.
l'effet et sur le chemin en fait du signal audio qui part de l'entrée de l'instrument en haut, puis de l'insert, puis dans la section EQ pour aller jusqu'en bas au fader, et pour finir dans la section main pour une écoute globale. Comment utiliser les effets internes? Donc on a à notre disposition 16 presets d'effets, c'est-à-dire 16 types d'effets différents, de reverb, de delay, de chorus, qu'on va pouvoir utiliser sur l'ensemble de nos tranches. Imaginons que je souhaite ajouter un effet de reverb à mon micro, de la tranche 1. Je vais sélectionner le rotatif bleu avec le numéro de l'effet que je souhaite utiliser. Je vais appuyer sur le bouton push pour valider mon choix de preset. Je monte le fader de retour d'effet jusqu'à la valeur unitaire U. Ensuite, je vais monter dans le sens horaire le bouton d'effet de ma tranche 1 pour envoyer mon signal audio dans l'effet. Au maximum à la droite, j'aurai un maximum d'effets sur ma tranche 1, donc sur mon micro. Et c'est à vous de trouver en fait la meilleure position, c'est-à-dire le meilleur rapport entre le signal audio traité et non traité par l'effet. L'avantage est que je peux utiliser cet effet sur l'ensemble de mes tranches, avec plus ou moins d'intensité. Donc cet effet partagé aura également tendance à unifier en fait les pistes, les instruments, et leur donner plus de corps, plus de cohérence. On peut aussi jouer avec les faders de retour d'effet pour augmenter ou diminuer le mixage d'effet global. On garde le dosage d'envoi de chaque tranche dans les mêmes proportions et on joue avec le fader de retour pour augmenter ou diminuer l'effet dans sa globalité. Alors maintenant, comment utiliser un effet externe? Alors ici, on va chercher à utiliser une pédale d'effet par exemple de guitare ou un rack d'effet externe sur nos tranches comme pour l'effet interne qu'on vient de voir. Alors comment procéder? Alors pour commencer, j'alimente ma pédale. J'utilise un jack pour relier la sortie auxiliaire 1, le aux 1 output, dans le in de ma pédale. Je relie la sortie jack de ma pédale à l'entrée in d'une tranche disponible sur la table de mixage. Si vous avez un effet de pédale stéréo, vous la brancherez sur une tranche stéréo, LR, disponible, ou sur l'entrée line mono, si l'effet de la pédale est mono. On monte le fader auxiliaire 1 de retour, ainsi que celui de la tranche qui reçoit le signal de votre pédale d'effet. Ensuite, il faudra simplement envoyer le signal de la piste ou la tranche sur laquelle on voudra appliquer cet effet. Donc on tournera comme d'habitude le bouton auxiliaire 1 de la tranche, exemple avec mon synthé. Donc l'effet de delay de ma pédale est bien appliqué à mon synthé. On n'aura plus qu'à faire la même chose en fait avec les autres tranches si on veut utiliser l'effet de delay avec les auxiliaires 1 respectifs sur chacune des tranches. Astuce, il est possible de chaîner, c'est-à-dire d'utiliser plusieurs pédales ou racks d'effets enchaînés, comme on pourrait le faire avec un pedalboard, en suivant le même procédé que je viens d'expliquer. Deuxième astuce, si jamais vous utilisez en fait les deux sorties auxiliaires output pour des retours de scène, pour que les musiciens puissent s'entendre, eh bien sachez qu'on peut utiliser en fait la sortie effet, qui se trouve à gauche des deux auxiliaires output. On reliera ainsi la sortie jack au jack in de la pédale, et on montera du coup le fader de retour d'effet. Par contre, ça désactivera l'effet interne, c'est-à-dire le processeur d'effet interne. Comment créer un mixage de retour? Alors, comme je viens de le préciser juste avant, quand vous jouez en groupe, dans une grande salle, les musiciens seront confrontés à une problématique d'importance. Ils auront besoin de s'entendre et entendre les autres membres du groupe. Et pour ça, on pourra leur créer un mixage de retour individuel, qui sera envoyé à des enceintes bain de pied ou des enceintes retour de scène. On va brancher nos enceintes de retour de scène donc sur les sorties auxiliaires output. Prenons notre exemple avec le bus auxiliaire 1 de la tranche où le musicien joue. On tourne le bouton d'envoi auxiliaire 1 dans le sens horaire. On va monter le fader de sortie auxiliaire pour régler le niveau général de sortie. Et on va appuyer sur le bouton AFL pour écouter, contrôler le mixage
donc au casque ou directement depuis les sorties de la régie, le control room, avec les moniteurs de référence par exemple, afin d'apporter les derniers réglages pour le musicien. Maintenant voyons les possibilités de lecture et d'enregistrement sur la carte SD. Encore une autre fonctionnalité très intéressante sur cette table de mixage, c'est qu'on a la possibilité d'enregistrer et de lire tout ce qui se passe à travers la table de mixage. Alors, vous êtes en groupe ou seul en home studio, vous avez la possibilité d'enregistrer votre travail en direct sur une carte SD. Un fichier donc au format Wave Stereo sera créé et stocké sur la carte SD afin d'être éventuellement relu depuis la table de mixage ou récupéré sur votre ordinateur. L'enregistrement se fait au format Wave, mais on peut charger des fichiers Wave et MP3 afin de les relire dans la table de mixage. Donc on insère la SD card dans la fente qui est dédiée. Les formats supportés sont FAT16 pour une SD card classique jusqu'à 2 Go et FAT32 pour une carte SDHC jusqu'à 32 Go. On appuie sur la touche enregistrement, le rond. L'enregistrement commence lorsque les touches lecture, pause et enregistrement seront allumées. Si la touche enregistrement clignote 3 fois, c'est que vous avez oublié de mettre tout simplement la carte dans l'emplacement qui est dédié. On appuie sur la touche lecture pause pour arrêter l'enregistrement. On peut retirer la carte SD afin de récupérer les fichiers audio sur son ordinateur, ou on peut les relire depuis la table de mixage en utilisant les boutons lecture, voire avancer ou reculer dans les morceaux en cours de lecture en appuyant sur les deux boutons à gauche de la lecture, ou on peut également rappuyer une nouvelle fois sur les boutons gauche et droite pour passer au fichier précédent ou suivant. Astuce, enregistrer votre travail sur une carte SD est un moyen idéal pour écouter votre mix global, de voir s'il y a des corrections rapides à faire en termes d'EQ, de niveau, d'effet, de gain, que ce soit directement dans votre table de mixage ou sur votre ordinateur, si vous souhaitez utiliser des outils numériques de mesure, avec vos plugins de traitement audio et autres, directement dans l'ordinateur. Donc je trouve que c'est une option en fait qui est bien pratique. Alors comme je vous l'ai précisé en introduction, cette table de mixage fait également office d'interface audio. Je vous donne rapidement les caractéristiques techniques, donc une connexion USB 2 avec un connecteur USB-C, la plage dynamique du convertisseur analogique numérique et inversement est de 114 dB, le rapport signal-bruit est de -96 dB, la résolution est de 24 bits et les fréquences d'échantillonnage qui sont prises en charge sont de 44.1, 48, 88.2 et 96 kHz. Mais ce qui est surtout intéressant dans cette table de mixage, c'est qu'elle est multipiste. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque piste de la tranche de la console peuvent être enregistrées séparément dans votre logiciel audio. Et que ce soit votre séquenceur audio numérique préféré, Ableton Live, Logic Pro, Reason, Studio One, Cubase, peu importe, ou directement dans l'application dédiée fournie gratuitement par Presonus, à savoir Capture 2. Ainsi, on pourra traiter séparément chaque instrument, faire un nettoyage fréquentiel par exemple, ajouter de la compression, des effets, couper, dupliquer des sections audio, préparer le travail de mixage et de masterisation. En gros, on va pouvoir récupérer le travail analogique dans son ordinateur et pourquoi pas d'envoyer vos fichiers audio à un ingénieur du son qui va par exemple pouvoir traiter toutes vos pistes séparément. Autre avantage, le côté hybride de cette table de mixage permet donc le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire de travailler en analogique et en numérique. Un petit point sur le bundle. Voici la liste des logiciels que Presonus offre gratuitement avec votre table de mixage Studio Live de la série ARC. Donc on a Studio One Artist, qui est une version allégée de la célèbre station de travail audio numérique, Studio One, qui reste cependant très complète. On a Capture 2 qui est une application 100% dédiée à l'enregistrement multipiste de Studio Live. On a Ableton Live Lite, qui est un autre séquenceur audio numérique que j'affectionne particulièrement, qui est proposé donc en version Lite, avec lequel vous pourrez faire énormément de choses, et très simplement, il y a plein de tutos sur ma chaîne sur Ableton Live si vous le souhaitez.
Et on a en fait un ensemble de logiciels qui s'appelle Studio Magic, un bundle en fait de suites de logiciels de très grande qualité. Donc je vais vous épargner en fait l'énumération de cette longue liste de plugins, d'instruments, d'effets et d'utilitaires, mais je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo si vous voulez découvrir tranquillement tout ça chez vous. Alors, avant de passer à la conclusion, je voulais partager avec vous en fait les 3 tables de mixage que j'avais choisies, qui ont retenu mon attention, que je partage avec vous, comme ça vous pourrez vous faire une idée s'il y en a une qui correspond plus à vos besoins qu'une autre. J'avais recensé donc en 3e position, j'avais la Soundcraft Signature 12 MTK. Donc c'est une console de mixage 12 canaux qui fait également office d'interface audio. Elle propose un compresseur, un limiteur, intégré dans la table. C'est une table de mixage qui est réputée pour restituer une certaine chaleur analogique, très appréciée des musiciens. Son prix est de 444 €. En 2e position, j'avais la Tascam Model 12, qui propose également 12 canaux, une interface audio et enregistrement multipiste. Elle propose également un compresseur, une entrée et une sortie MIDI. Le prix est de 639 €. Et en première position, la Presonus Studio Live AR16C, c'est le choix que j'ai fait en fait, parce qu'elle propose le plus grand nombre de canaux, 18 canaux analogiques. Elle fait office également d'interface audio, d'enregistrement multipiste, et comme la Soundcraft, je préfère un accès en fait au câblage des entrées en façade plutôt que derrière. C'est un détail, mais ça prend moins de place en fait dans mon home studio. Le bundle aussi logiciel est plus, c'est le plus fourni, et le prix est de 599 €. En conclusion, je ne vais pas m'attarder plus longtemps sur cette table de mixage. Vous avez pu vous rendre compte que la Presonus AR16C propose donc 18 canaux et de nombreuses fonctionnalités pour le prix. Le bundle logiciel est bien fourni, avec en plus les séquenceurs Studio One Artist et Ableton Live Lite, s'il vous plaît. La table de mixage fait bien son job, elle est clean, elle ne colore pas trop le son. Si l'ordinateur, c'est pas votre truc, vous pouvez enregistrer votre musique directement sur une carte SD pour relire facilement vos prises avec vos musiciens, voire transmettre les fichiers audio à quelqu'un qui saura les exploiter sur un ordinateur. Personnellement, moi j'en suis très content. C'est super pratique d'avoir la possibilité de brancher tous vos instruments au même endroit. Alors oui, ça paraît tout bête de dire ça, mais quand vous avez cette possibilité, c'est super confort. Je serais heureux de connaître votre opinion sur ce sujet. Dites-moi ce que vous en pensez, partagez vos expériences dans les commentaires, ça m'intéresse beaucoup. Si vous avez des astuces de réglage, par exemple pour vos micros, vos instruments, vos chaînages d'effets, quel est votre process, je suis curieux de tout ça et je serais ravi de savoir comment vous procédez avec votre matos. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour être avisé des nouvelles vidéos que je mets en ligne. Un petit j'aime, c'est toujours bienvenu, seulement si vous avez aimé, bien évidemment. Prenez bien soin de vous, de vos proches et de vos anciens, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!